Après avoir automatisé 90% des tâches de mon département, ils m'ont dit « Nous n'avons plus besoin de vous ». J'ai simplement bloqué leur accès à mes scripts. La productivité a chuté à 0. Ils m'ont trouvé recroquevillé dans la salle des serveurs, endormi sur un pouf-poire bleu que j'avais apporté de chez moi, mon sweat à capuche à moitié fermé, mes doigts reposant encore sur les touches chaudes de mon ordinateur portable. C'est là que j'étais quand la nouvelle directrice des opérations, Éléonore Dubois, est entrée avec son porte-bloc en plastique et ses talons claquants, à la recherche du fantôme qui avait bâti l'infrastructure. Apparemment, personne au bureau principal ne m'avait vu en personne depuis des semaines. Pourtant, les systèmes fonctionnaient parfaitement. Les emails recevaient des réponses, la paie était traitée, les fournisseurs étaient payés, les rapports étaient classés et les problèmes des clients étaient résolus avec la précision d'une horloge. J'étais l'horloge. Je n'avais pas l'air d'un héros d'entreprise. Je ressemblais à un programmeur épuisé, surcaféiné, en chaussettes de compression et à la confiance brisée. C'était il y a 5 semaines. Ce matin, j'ai été licencié. Il n'y a eu aucun avertissement, aucun merci, aucune poignée de main. Juste un bref appel vidéo en ligne avec Luc Martin, le genre de manager intermédiaire dont l'expression favorite était « faire le point ». Il souriait comme un gamin qui venait de réussir à tricher à un examen. « Nous vous laissons partir », a-t-il dit, sa voix dégoulinant d'une sincérité bon marché. « Vous avez construit un système si bon que nous n'avons presque plus besoin d'humains. » C'est un compliment, vraiment. Mais vous savez comment est le budget, et nous devons faire quelques ajustements pour rationaliser nos opérations. J'ai hoché lentement la tête, ne montrant aucune émotion. Ce que je n'ai pas dit, c'est que le système ne fonctionne que parce que je le laisse faire. Je ne lui ai pas dit que j'avais construit tout le système autour d'un battement de cœur silencieux, une ligne de code cachée que j'avais nommée « Mes anges bleus ». Si le système détectait un jour que mon compte utilisateur était désactivé, les ailes se repliaient. Tout s'arrêterait. Je n'ai pas dit un seul mot de protestation. Je ne me suis pas plaint lorsque le service des ressources humaines a envoyé par email une liste de contrôle de départ générique. Je n'ai pas discuté lorsque mon compte de messagerie a été suspendu. Je n'ai pas bronché lorsque l'administrateur système junior, qui m'avait un jour appelé, le magicien derrière le rideau, a désactivé mes identifiants de connexion. Il pensait que j'étais parti, une relique balayée avec les ordures. Mais le battement de cœur continuait de battre, et je n'en avais pas encore fini avec eux. J'avais donné 5 ans de ma vie à cet endroit. 5 ans à être ignoré en réunion, à me faire dire, d'ajuster mon attitude, à regarder des gens moins compétents obtenir des promotions pour gérer les systèmes que j'avais conçus. J'ai automatisé 90% de mon département, non pas parce que je voulais disparaître, mais parce que je voulais de l'espace pour respirer. Je voulais faire mon travail sans le bavardage constant de personnes qui ne comprenaient pas la différence entre une base de données et une feuille de calcul. Et maintenant, j'allais leur montrer exactement ce qui se passait quand on licenciait l'architecte mais qu'on essayait de garder la maison. Le trajet jusqu'à mon appartement fut silencieux. La ville était couverte d'une brume grise, la pluie commençant tout juste à rendre les rues glissantes. Je portais ma petite boîte en carton contenant une seule tasse, un carnet et mon pouf-poire bleu. J'avais 48 ans, et pour la première fois de ma vie professionnelle, je n'avais pas de travail. Mais en déverrouillant ma porte et en posant la boîte sur le comptoir, j'ai ressenti un étrange sentiment d'anticipation. Je connaissais le calendrier. Je savais exactement combien de temps les tampons temporaires tiendraient avant que les premières tables de la base de données ne commencent à se fragmenter. Ils avaient les clés, mais ils ne savaient pas où étaient les serrures. Je me suis assis dans mon fauteuil, je me suis versé un verre d'eau et j'ai attendu que le temps s'écoule. De retour au bureau, ils célébraient probablement leurs économies sur la masse salariale. Luc Martin était probablement en train de rédiger un email au conseil d'administration, s'attribuant le mérite de la rationalisation des opérations et de la réduction des effectifs redondants. Il croyait que le logiciel n'était qu'une machine statique, un outil comme un marteau qui continuerait à frapper au même endroit pour toujours. Il n'avait aucune compréhension de l'équilibre délicat des flux de données, des poignées de main API et des boucles de vérification constantes qui maintenaient la plateforme en vie. J'avais passé d'innombrables nuits à colmater des fuites silencieuses, à réparer des blocages de bases de données et à réécrire des requêtes mal écrites par des développeurs juniors. Tout cela était maintenant terminé. Le système était livré à lui-même, fonctionnant sur son élan, et la friction commençait déjà à s'accumuler. J'ai regardé l'horloge numérique sur mon mur et j'ai souri, sachant que les premiers avertissements apparaîtraient avant le coucher du soleil.
pour m'assurer que mon code silencieux fonctionnait, j'avais placé le déclencheur de désactivation au plus profond du registre du serveur principal. Toutes les 15 secondes, le script Mes Anges Bleus envoyait une requête de poignée de main cryptée pour vérifier le statut de mon compte d'employé. Si la requête renvoyait une réponse, supprimée, ou, désactivée, du serveur Active Directory, un compte à rebours commençait. C'était un tampon de 24 heures conçu pour éviter les fausses alarmes lors de la maintenance de routine. Une fois ce compte à rebours arrivé à 0, le script commencerait à révoquer les jetons d'accès pour les serveurs de base de données principaux. Toute l'infrastructure du bureau perdrait sa connexion à la couche de base de données. À leurs yeux, les serveurs sembleraient en parfaite santé, mais aucune donnée ne circulerait. C'était l'équivalent numérique d'un cœur qui continue de battre alors que le sang a cessé de circuler dans les veines. Ils n'avaient aucune idée que toute leur opération retenait maintenant son souffle. Les vrais ennuis ont commencé 6 heures plus tard, juste au moment où l'après-midi s'estompait dans le crépuscule. J'étais assis dans le bureau tranquille de mon appartement, sirotant un café et observant le journal de l'interface publique du réseau de l'entreprise sur mon moniteur personnel. Je n'ai pas écrit de virus et je n'ai pas déployé d'exploits malveillants. Ce serait illégal. J'ai simplement regardé mes identifiants désactivés déclencher le compte à rebours silencieux à l'intérieur de Mes Anges Bleus. À exactement 16h30, le système de tickets client a verrouillé tous les comptes utilisateurs. Ensuite, le robot automatisé des ressources humaines a commencé à répondre aux demandes de vacances avec un modèle automatisé bizarre qui disait « Va pourrir en enfer ». À 17h, l'équipe financière a découvert qu'elle ne pouvait pas accéder au grand livre de paie, et l'équipe juridique a perdu le contrôle de version sur toutes les archives de contrats actifs. Un développeur junior a essayé de redémarrer la base de données, mais j'avais programmé une interface leur. Chaque bouton sur lequel il appuyait sur sa console ne faisait que jouer de la musique d'ascenseur dans ses haut-parleurs. Luc Martin a laissé 3 messages vocaux frénétiques sur mon téléphone, sa voix montant en tonalité à chaque message. Dans le premier, il était professionnel. Dans le deuxième, il était agacé. Dans le troisième, il suppliait. Je n'ai pas répondu. J'avais 2 options. L'option 1 était de les ignorer et de regarder la télévision. L'option 2 était de regarder la télévision en buvant de l'eau dans ma tasse préférée. J'ai choisi l'option 2. À minuit, les journaux internes de Slack étaient en plein désarroi. Un analyste junior avait essayé de restaurer le système en copiant un fichier zip intitulé « Sauvegarde automatisation » dans l'environnement de production. C'était une erreur. Le fichier zip a déclenché une fausse routine de récupération que j'avais laissée en guise de leurre, et soudainement, tout leur wiki interne redirigeait vers un clip vidéo de musique vintage. Les gens paniquaient, et Luc était en train de modifier un document public, écrivant que l'entreprise faisait face à une panne de service tierce inattendue. Non, Luc, ce n'était pas un tiers. C'était juste l'employé que tu as jeté pour économiser quelques dollars. Je me suis souvenu de la réunion d'il y a 6 mois. J'étais assis dans le bureau de Luc, présentant une feuille de calcul claire montrant que mes outils d'automatisation avaient permis à l'entreprise d'économiser 2 300 000 $ en coûts de main-d'œuvre au cours de la dernière année. J'ai demandé une augmentation modeste. Luc m'a regardé dans les yeux, a ajusté son col et a dit que j'étais déjà bien rémunéré. Il a ajouté que la vraie valeur de l'entreprise était le travail d'équipe, pas les lignes de code. Mon œil avait tressailli, mais je n'ai pas discuté. Je suis juste retourné à mon bureau et je suis devenu chirurgical. J'ai commencé à ajouter des sécurités et des vérifications conditionnelles au code. J'ai même renommé une dépendance critique en « script de commande de déjeuner » pour que personne n'ose la supprimer. Maintenant, cette précision chirurgicale portait ses fruits. L'imprimante automatisée dans le couloir principal s'est mise en marche à 3h17 du matin, imprimant les mots « Où est Julien ?» en grosses lettres sur des centaines de pages. L'imprimante dans le hall principal était un modèle de bureau à haute capacité, et elle ne s'est pas arrêtée avant d'avoir complètement épuisé son papier. Le gardien de nuit a essayé de l'éteindre, mais le panneau de commande était verrouillé par un mot de passe qu'il n'avait pas. Au matin, le couloir était couvert de centaines de feuilles de papier, donnant à toute l'entrée du bureau l'apparence d'une zone sinistrée. Les développeurs juniors ont dû passer leur première heure à nettoyer le désordre, ce qui n'a fait qu'ajouter à la confusion. Ensuite, le système CRM a commencé à envoyer automatiquement des factures à des clients importants pour un montant d'1 centime, avec la description « dommages émotionnels ». Le système commençait à se déchirer de toutes parts, et il n'y avait rien que leur équipe restante puisse faire pour le réparer. Ils ne comprenaient pas la logique,
Il n'avait pas les clés, et il n'avait aucune idée que mes anges bleus ne faisaient que commencer. J'ai fermé mon ordinateur portable, je me suis couché et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des années. Pendant qu'il s'agitait dans le noir, j'ai réfléchi à la façon dont Luc Martin avait passé les 2 dernières années à gravir les échelons de l'entreprise en présentant mes tableaux de bord comme les siens. Il prenait mes résumés hebdomadaires, changeait les couleurs pour qu'elles correspondent à ses modèles préférés et les présentait au conseil d'administration comme ses initiatives stratégiques. Il ne savait pas comment les API étaient configurées, ni ne comprenait le schéma de la base de données. Pour lui, la technologie n'était qu'une boîte magique qui produisait des graphiques pour ses diaporamas. Il avait supposé qu'une fois la boîte construite, le constructeur n'était plus nécessaire. Il était sur le point d'apprendre une leçon très coûteuse sur la différence entre posséder un outil et comprendre comment l'empêcher de se casser. Au milieu de la nuit, le directeur financier aurait appelé Luc en panique. Le script de réconciliation automatique avait cessé de fonctionner, laissant leurs rapports trimestriels incomplets. La connexion à la base de données était rompue, et les journaux montraient des milliers de tentatives de lecture infructueuses. Luc avait essayé d'appeler notre fournisseur de cloud, croyant qu'il s'agissait d'un problème d'hébergement externe, mais ils ont confirmé que les serveurs d'hébergement fonctionnaient à leur efficacité maximale. Le problème était interne, un refus silencieux du code de s'exécuter. Le système fonctionnait, mais il était aveugle, incapable de voir les données dont il avait besoin pour traiter. J'ai imaginé Luc debout dans son bureau, entouré de tasses de café rassis et de notes inutiles, essayant d'expliquer aux dirigeants pourquoi leur système rationalisé avait soudainement cessé de fonctionner. C'était une belle image mentale, et elle m'a gardé au chaud alors que la pluie nocturne battait contre mes fenêtres. Le lendemain matin a apporté une nouvelle vague de panique à la tour de verre. Je me suis réveillé à 8 heures et j'ai trouvé un message sur mon compte de réseau social professionnel de Diane Moreau, la chef du département des technologies de l'information. Elle a demandé si nous pouvions organiser un appel rapide pour discuter des dépendances du système. Je l'ai laissé non lu. Elle avait précédemment critiqué mes normes de codage comme étant trop denses, et maintenant elle mendiait une explication de base de la structure de routage. À 9 heures du matin, la file d'attente du support technique avait atteint 4367 tickets non résolus. L'agenda interne était devenu complètement fou, réservant en double le calendrier du directeur général avec des réunions de 30 minutes intitulées « Comment s'excuser auprès de la personne que vous avez licenciée », prévues toutes les heures pour les 2 prochaines semaines. À 9h42, le processeur de paix principal s'est complètement planté. L'écran est devenu vide, affichant un seul message d'erreur, « Mes anges bleus » est devenue silencieuse. C'est à ce moment-là qu'ils ont su. Mes anges bleus n'étaient pas seulement un script, c'était l'enregistrement silencieux de mon temps dans l'entreprise. Je l'avais programmé pour enregistrer chaque instance de retour d'informations ignorée, chaque réunion où mes contributions étaient revendiquées par quelqu'un d'autre, et chaque décision budgétaire qui donnait la priorité aux primes des cadres intermédiaires plutôt qu'au salaire des développeurs. C'était une archive détaillée de la négligence de l'entreprise, le tout structuré dans un tableau de bord interactif, et il n'était accessible qu'avec mon mot de passe privé. Luc Martin a envoyé un autre message texte. « Ça devient incontrôlable », a-t-il écrit. « Nous perdons des contrats. Vous avez fait valoir votre point. Pouvons-nous parler ?» J'ai pris une capture d'écran, l'ai sauvegardée sur mon disque de sauvegarde et n'ai pas répondu. À exactement 13 heures, leur plus grand client logistique a appelé directement le directeur général parce que la synchronisation de données automatisées que j'avais écrite, qui leur faisait économiser 400 heures de travail par mois, était hors ligne. Le client a menacé de résilier son contrat si le système n'était pas restauré d'ici la fin de la journée. C'est à ce moment-là que la directrice générale, Éléonore Dubois, a décidé d'agir. Elle n'a pas appelé. Elle n'a pas envoyé de mail. Au lieu de cela, elle s'est rendue en voiture à mon immeuble. J'ai regardé à travers le judas de ma porte alors qu'elle se tenait dans le couloir, tenant un panier cadeau rempli de produits de bain à la lavande et d'une bouteille de vin bon marché. Je l'ai laissée là pendant 3 minutes avant d'ouvrir la porte. Elle avait l'air épuisée, le visage pâle, et ses yeux montraient qu'elle avait enfin réalisé ce que je faisais réellement pour l'entreprise. « Avez-vous apporté mon indemnité de départ ?» ai-je demandé platement, ou est-ce juste une collection d'articles de la supérette du coin? Elle a cligné des yeux, ravalant sa fierté, et a chuchoté qu'elle ne comprenait pas entièrement la complexité de ce que j'avais construit. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, tenant mon café. « Oh, vous l'avez compris », ai-je dit. « Vous ne l'avez tout simplement pas respecté. Et maintenant,
vous vous tenez devant la seule personne qui peut remettre le système en état, et je ne suis pas sûr de vouloir le faire. Elle se tenait là, les mains tremblant légèrement, alors qu'elle réalisait que son autorité ne signifiait rien dans mon couloir. Je ne l'ai pas invitée à entrer. J'ai laissé le silence s'étirer entre nous, appréciant le courant d'air frais de la fenêtre. Elle a essayé de trouver des excuses, disant que Luc Martin lui avait assuré que la transition se ferait en douceur. Elle a affirmé qu'on lui avait dit que mon rôle était principalement administratif et que l'équipe junior pouvait facilement gérer la maintenance quotidienne. J'ai ri doucement. Luc Martin ne connaît pas la différence entre un serveur et un réfrigérateur, ai-je dit. Il vous a dit ce que vous vouliez entendre pour pouvoir atteindre ses objectifs budgétaires et réclamer sa prime trimestrielle. Et maintenant, vous êtes confronté à une rupture de contrat massive avec vos plus gros clients parce que vous avez fait confiance à un manager qui ne sait même pas configurer son propre client de messagerie. Elle a baissé les yeux sur le panier cadeau dans ses mains, son expression un mélange d'embarras et de désespoir. La dynamique du pouvoir avait complètement changé, et nous le savions tous les deux. Le couloir à l'extérieur de mon appartement était sombre, et l'odeur des bombes de bain à la lavande était assez forte pour me donner envie d'éternuer. Éléonore Dubois se tenait là, l'air complètement déplacé dans son tailleur bleu marine et ses talons de créateur. Elle avait passé toute sa carrière dans des salles de conseil propres, à gérer des budgets et à donner des directives à des gens qui hochaient la tête comme des machines. Elle n'avait jamais eu à se tenir dans un couloir plein de courants d'air, suppliant un développeur qu'elle avait renvoyé de sauver son entreprise de la faillite. J'ai pris une autre lente gorgée de mon café, laissant le silence s'installer sur nous comme de la poussière. Elle a déplacé son poids d'un pied à l'autre, son porte-bloc serré contre sa poitrine comme s'il pouvait la protéger de la réalité de la situation. Je n'étais pas pressé. Plus elle restait là, plus elle réaliserait que les titres d'entreprise ne signifiaient rien quand les serveurs étaient morts. Chaque invitation à une réunion était également envoyée automatiquement aux membres du conseil d'administration, leur faisant croire qu'Éléonore organisait activement une campagne d'excuses publiques. Elle a dû passer toute sa matinée à refuser manuellement les invitations, mais la tâche cron en générait simplement de nouvelles pour les remplacer. C'était une boucle implacable qui montrait aux membres du conseil d'administration à quel point elle avait complètement perdu le contrôle de son propre emploi du temps, soulignant l'état chaotique de la direction de l'entreprise. Les opérations internes de l'entreprise s'arrêtaient, et chaque manager dans le bâtiment commençait à réaliser que le rôle dépendait entièrement des scripts d'automatisation qu'ils avaient considérés comme de simples frais généraux. Éléonore Dubois a plaidé avec ses yeux, demandant si nous pouvions parler, off the record. J'ai reculé et lui ai permis d'entrer dans mon salon. La pièce était aménagée comme une salle de guerre, avec des tableaux blancs couverts de diagrammes de système, des piles de carnets et mon ordinateur portable qui bourdonnait sur le bureau. Elle s'est assise sur le bord du canapé, l'air mal à l'aise. Je suis resté debout, regardant la dirigeante de haut. Off the record, ai-je répété, imitant son ton. C'est l'expression que Luc Martin a utilisée juste avant de me dire que mon poste était redondant. Juste après que j'ai écrit les scripts qui ont rendu toute sa ligne hiérarchique obsolète. Elle a semblé surprise, affirmant qu'elle n'était pas au courant de cela. J'ai ri. Bien sûr que non, mais mes anges bleus, si. J'ai ouvert mon ordinateur portable et lui ai montré un dossier intitulé « Preuves ». À l'intérieur se trouvaient des centaines de journaux systèmes et de documents. Éléonore a essayé de retrouver son sang-froid, soulignant qu'en vertu de mon contrat de travail, tout le code écrit pendant mon temps dans l'entreprise appartenait à la société. Elle a affirmé qu'il pouvait légalement me forcer à remettre les mots de passe. J'ai souri, tapotant un document sur l'écran. Ce serait vrai, ai-je dit, si le contrat était valide. Mais il ne l'est pas. J'ai ouvert les archives de conformité numérique et lui ai montré l'accord de cession de propriété intellectuelle qui était censé avoir été signé par moi 15 jours après ma résiliation. Je n'avais jamais vu ce document, et je ne l'avais certainement jamais signé. Je lui ai montré les journaux d'audit. La signature numérique avait été appliquée à l'aide d'un jeton d'administrateur principal, et les journaux de poignée de main réseau prouvaient qu'il avait été téléchargé depuis l'ordinateur portable d'entreprise de Luc Martin à 4 heures du matin. En vertu du code pénal, la falsification d'une signature numérique pour revendiquer la propriété de la propriété intellectuelle est un crime. Parce que la signature a été falsifiée, l'accord est nul ab initio, ce qui signifie qu'il était invalide depuis le tout début. L'entreprise n'a aucune revendication légale sur mes scripts personnalisés, et plus important encore, les certifications de conformité que vous avez soumises à vos investisseurs sont frauduleuses.
Vous avez commis une fraude boursière pour couvrir l'incompétence de votre manager. La couleur a quitté son visage alors que les implications juridiques s'installaient. Elle a réalisé que ce n'était pas seulement un problème technique, c'était une catastrophe d'entreprise qui pourrait détruire l'entreprise et envoyer Luc Martin en prison. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai appuyé sur une seule touche de mon ordinateur portable, envoyant un email automatisé à chaque membre du conseil d'administration et à chaque investisseur majeur. L'email contenait un lien vers un tableau de bord privé montrant les niveaux de productivité exacts de l'entreprise avant et après la désactivation de mon compte, ainsi que les journaux d'audit montrant la signature falsifiée. J'ai regardé Éléonore et lui ai dit qu'elle avait 24 heures pour arranger les choses avant que les preuves ne soient livrées au régulateur. Elle s'est levée, son téléphone vibrant déjà d'appels des membres du conseil d'administration, et s'est précipitée hors de l'appartement sans dire un autre mot. Alors qu'elle partait, j'ai ressenti un profond sentiment de satisfaction. Je n'avais pas eu recours au piratage illégal ou à un comportement destructeur. J'avais simplement utilisé la vérité comme mon arme, étayée par des preuves numériques claires et l'application stricte de la loi. Luc Martin avait pensé qu'il était malin, utilisant mes identifiants pour signer des audits de conformité après mon départ pour satisfaire les investisseurs. Il avait supposé qu'un programmeur discret ne regarderait jamais les journaux système ou ne contesterait jamais la structure de l'entreprise. Il avait sous-estimé mon attention aux détails, et maintenant ses propres actions frauduleuses m'avaient donné le levier pour dicter mes propres conditions. Tout le château de cartes était sur le point de s'effondrer, et Luc Martin se tenait juste en dessous. Le système de signature numérique avait enregistré le jeton d'administrateur spécifique utilisé lors de la transaction. C'était une clé cryptographique unique que j'avais stockée sur un serveur de développement sécurisé, auquel Luc avait accédé sans autorisation. Dans sa hâte de conclure le tour de financement avec les investisseurs suisses, il avait copié la clé et l'avait appliquée au document, ignorant que le système enregistrait l'adresse IP exacte et les paramètres système de l'ordinateur qui avait initié le téléchargement. J'avais configuré le système de journalisation pour enregistrer ces détails il y a des années, une pratique standard que Luc avait qualifiée de frais généraux inutiles. Sa propre négligence avait créé la piste qui mènerait à sa chute. J'ai regardé mon tableau de bord alors que les membres du conseil d'administration commençaient à ouvrir les emails, les accusés de lecture s'allumant sur mon écran comme de petites balises de victoire. De plus, mon conseiller juridique avait confirmé que la signature falsifiée sur l'accord de propriété intellectuelle invalidait tous les dépôts ultérieurs auprès du Conseil de réglementation de l'État. L'entreprise opérait désormais dans un vide juridique, revendiquant la propriété d'actifs qu'elle ne possédait pas tout en présentant de fausses déclarations pour obtenir des investissements financiers. En vertu des directives fédérales, il s'agissait d'une violation claire des lois sur la transparence des entreprises, qui entraînait de lourdes amendes et la possibilité d'une suspension complète de leur licence commerciale. Éléonore Dubois était assez intelligente pour reconnaître que leur bouclier corporatif était complètement brisé, les exposant à des poursuites judiciaires de la part des investisseurs et des clients. Elle savait qu'elle n'avait d'autre choix que de se conformer à mes demandes, car toute tentative de me combattre en justice ne ferait qu'accélérer leur effondrement public. Le vendredi après-midi, la pression sur l'entreprise était immense. Les membres du conseil d'administration étaient en état de panique, et les investisseurs suisses menaçaient de retirer leur capital immédiatement. Luc Martin a appelé mon téléphone, la voix tremblante. Il a offert de doubler mon salaire, de payer une prime de rétention massive et d'annuler les documents de licenciement. Je lui ai dit que je me fichais de son argent. Je lui ai dit que s'il voulait que les systèmes soient restaurés, j'avais 3 conditions. Premièrement, une déclaration écrite doit être envoyée au conseil d'administration admettant la mauvaise gestion de mon licenciement, avec le nom de Luc en premier. Deuxièmement, j'ai exigé des informations d'identification d'administrateurs complètes et des protections permanentes pour mon département. Troisièmement, Luc Martin doit être rétrogradé et recevoir l'ordre de rendre compte directement à Chloé Bernard, notre stagiaire de 23 ans qui comprenait réellement les systèmes. Il a halté, prétendant que ce n'était pas réaliste. Je lui ai dit que licencier la seule personne qui maintenait l'entreprise en activité n'était pas non plus réaliste, puis j'ai raccroché. 2 heures plus tard, la déclaration écrite a été livrée dans ma boîte de réception, signée par le conseil d'administration. Le lundi matin, je suis retourné dans la tour de verre. Le gardien de sécurité a levé les yeux, s'est figé, puis m'a fait un lent et respectueux signe de tête. Le bureau était en plein désarroi, avec des développeurs regardant des écrans avec confusion et Luc Martin assis à un petit bureau près de la photocopieuse, la tête entre les mains. Je suis passé devant lui sans un mot et je suis entré dans la salle du conseil,
où les partenaires et Éléonore Dubois attendaient. Je n'ai pas apporté de présentation. J'ai simplement ouvert ma tablette et j'ai fait la démonstration de la nouvelle plateforme d'automatisation que j'avais construite pendant le week-end. Elle était propre, sécurisée et très efficace, mais elle était conçue pour fonctionner sous ma supervision directe. Je ne reviens pas en tant qu'employé, ai-je dit au conseil. Je reviens en tant que partenaire. Je gérerai le département de technologie sous un nouveau contrat, et mon équipe vous rendra compte directement, pas à des managers intermédiaires qui ne savent pas lire un fichier journal. Les membres du conseil se sont regardés, puis ont regardé les métriques du système à l'écran. Le directeur de la technologie, Hervé Richard, a été le premier à hocher la tête. Approuvé, a-t-il dit. Le reste du conseil a suivi. Plus tard dans l'après-midi, j'étais assis dans mon nouveau bureau d'angle, regardant les données circuler sans problème sur mes moniteurs. Mes anges bleus étaient en ligne, bourdonnant doucement, ses ailes ouvertes. J'ai regardé par la fenêtre la ligne d'horizon de la ville, sentant le poids des 5 dernières années se lever de mes épaules. Près de la photocopieuse, Luc Martin tapait un rapport, ses mains tremblant encore alors que Chloé Bernard se tenait au-dessus de son épaule, corrigeant sa mise en forme. Je n'avais pas détruit l'entreprise, je l'avais simplement reconstruite sur une base de respect. J'ai siroté mon café, j'ai regardé le code sur mon écran et j'ai souri, sachant que l'architecte était enfin en charge de la maison. Au fil des jours et des semaines, la transition s'est avérée très réussie. Les clients étaient satisfaits du service restauré, et les investisseurs suisses ont accepté de poursuivre le financement une fois qu'ils ont vu les nouveaux contrôles de conformité en place. Luc Martin est resté à son petit bureau près de la photocopieuse, un rappel constant au reste du bureau que l'expertise technique ne pouvait pas être facilement remplacée par la politique d'entreprise. Je n'éprouvais aucune méchanceté à son égard, je ressentais simplement une satisfaction tranquille que justice avait été rendue. Les systèmes fonctionnaient mieux que jamais, et pour la première fois, mon travail était reconnu à sa juste valeur. Je n'étais plus un fantôme dans les fils. J'étais l'architecte de l'avenir de l'entreprise, et mon nom était écrit clairement en haut de l'organigramme. Chloé Bernard s'est avérée être une excellente manager. Elle avait passé des mois à étudier silencieusement mon code, à poser des questions intelligentes et à prendre des notes pendant que Luc était occupé avec ses diaporamas. Elle était la seule personne du département à avoir montré un quelconque intérêt pour l'architecture réelle des systèmes, et maintenant elle dirigeait les efforts de récupération avec confiance et précision. Luc devait lui soumettre ses rapports quotidiens, et elle n'hésitait pas à les lui retourner s'ils contenaient des erreurs ou manquaient de détails. L'ironie de la situation n'a échappé à personne, et les développeurs ont travaillé avec un sentiment de détermination renouvelé. J'ai observé les progrès depuis mon bureau, sachant que j'avais non seulement sécurisé ma propre position, mais aussi créé un espace où la compétence authentique était valorisée. La nouvelle charte a été signée, le département a été reconstruit et les systèmes bourdonnaient en parfaite harmonie. La réunion du conseil d'administration du lundi avait duré moins de 30 minutes, mais elle représentait un changement fondamental dans la façon dont l'entreprise fonctionnait. Hervé Richard avait reconnu que sans mes scripts personnalisés, l'entreprise n'avait pas de produit viable à offrir à ses clients logistiques. Il avait passé le week-end à examiner les journaux de performance et avait conclu que mes outils d'automatisation étaient la seule raison pour laquelle l'entreprise était restée rentable pendant le ralentissement du marché. Lorsque j'ai présenté la nouvelle suite, qui intégrait une vérification avancée des données et des poignées de main API sécurisées, les partenaires ont réalisé que l'ancienne façon de gérer les développeurs était obsolète. Ils ont signé l'accord de partenariat sans une seule modification, m'accordant l'autorité d'embaucher ma propre équipe et de créer un département de technologie moderne. Je suis sorti de la pièce, regardant la ligne d'horizon de la ville à travers les murs de verre, sachant que la plateforme était désormais protégée de l'incompétence qui l'avait presque détruite.